parle tout à l'heure. Non, pas de journaliste, pas de photographe. Allez, messieurs, merci, reculez. Allez, on recule. Allez. Bonsoir, messieurs. Alors, De Gaulle tourne le dos et tout s'écroule. Nous sommes vraiment très heureux de vous revoir, mon général. Et pour m'accueillir, on laisse prendre l'Odéon. Oh, nous contrôlons la situation. Eh bien, qu'est-ce que ce serait dans le cas contraire L'Odéon envahit. Vous rendez-vous compte, Malraux? Je suis premier à en souffrir, mon général, mais ça ne leur portera pas bonheur. Dans les universités de perfide, c'est toujours la chienlit. Et dans les usines, monsieur le ministre de l'Industrie, là aussi, c'est le bordel. Et vous, Debré, vous allez me dire encore que de votre côté, tout va bien. Et je ne parle pas de l'information qu'on laisse aux mains de trublions. Alors voilà, si j'ai décidé d'avancer mon retour de Roumanie, pays où on aime la France, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas continuer de la sorte. La Sorbonne? L'Odéon? C'est trop. Nous allons régler ces problèmes comme nous l'avons toujours fait dans les moments difficiles. Nous allons en appeler au peuple. La récréation est terminée. Monsieur le Premier ministre. Malraux se marre, mais un jour, on me donnera raison. Il n'aurait pas dû se représenter il y a 3 ans. Oui, après la mise en ballottage du général de Gaulle, on attend toujours une réaction de la majorité. Quant au général, on sait qu'il est resté à Colombey, où on imagine qu'il réfléchit à la suite. Je vais demander aux meilleurs spécialistes de la Constitution de rédiger une note pour expliquer qu'avec notre mode de scrutin, le ballottage était inévitable. Et je la ferai porter en urgence à Colombey. Ah, essayons ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Essayons. Merci, Perfit. Allez-y. Alors qu'il est, toutes les hypothèses sont sur la table. Oui, y compris celle assez improbable où le général de Gaulle ne se maintiendrait pas pour le second tour. Mais si c'était le cas, que ressentirait alors M. Pompidou, qui, il faut le rappeler, aurait sans doute été candidat si le général de Gaulle ne s'était pas décidé au dernier moment? Je reconnais que je me suis trompé. Et je mentirais si je disais que je n'ai pas été atteint. Mais c'est vrai. Ce n'était pas un référendum. Et je vous remercie, Perfit, de m'avoir éclairé. Vous vouliez me reparler de votre idée d'interview? Les Français viennent de faire savoir qu'ils voulaient que le général de Gaulle leur parle, et pas seulement le président de la République. Et qui me poserait les questions? Nous avons envisagé plusieurs possibilités et aimerions vous proposer Michel Droit. Ce n'est pas une mauvaise plume. Je lis avec plaisir. Mais sera-t-il d'accord? Il vous posera les questions que les Français se posent. Il saura vous envoyer la balle, sans être complaisant. Je veux voir. Et vous, Malraux, toujours envie de faire votre meeting? Plus que jamais. Maurice Schumann y participera, et d'autres. Nous démontrerons que, pour Mao Tse-tung aujourd'hui, comme pour Nehru hier, la France, c'est la révolution. Et de Gaulle. Savez-vous que quand je suis arrivé en 1958, eh bien, le budget d'avant prévoyait, pour ce qui est des dépenses concernant l'enseignement tout entier, 9% du budget français. Eh bien, actuellement, il est de 17%. On dit, ah, pourquoi vous n'avez pas fait assez d'écoles? Ah, pourquoi vous n'avez pas assez recruté de maîtres? Les gens qui nous disent ça, ils se sont traînés à ce qu'ils appelaient le pouvoir, et qui n'en était pas un, pendant 12 ans. À droite, on dit, vous faites une politique de gauche, au dehors. À gauche, du reste, vous le savez bien, on dit, De Gaulle, il est là pour la droite, pour les monopoles, pour je ne sais pas quoi. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis.
Je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre. Je suis pour la France. Alors on dit, bah, oui, mais et votre succession? Parce que ça ne pourra pas durer toujours. Ma succession, pour le moment, n'est pas ouverte. Mais naturellement, un jour viendra, un peu plus tôt, un peu plus tard, où ce ne sera plus le cas, et où De Gaulle disparaîtra. Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%. J'ai gagné, bien sûr. Mais enfin, il y a ceux, les jeunes surtout, qui se disent « Le général de Gaulle, c'est très bien, mais il faut le remplacer, il est trop vieux. » Même moi, je le pense. En tout cas, Schuman, je vous remercie de la peine que vous vous êtes donnée pour que je sois encore là. Mon général, si j'ai pris la parole publiquement aux côtés d'André Malraux, c'était pour rappeler qu'il y a 20 ans, à la Libération, vous avez entrepris de faire renaître la France. Que la tâche n'est pas achevée et que vous êtes le seul à pouvoir l'accomplir. Mais il n'y a plus rien d'héroïque à faire. Les Français le sentent bien. Aucun danger à l'horizon. Alors ils s'éparpillent, comme à la récréation. Ils préféreraient peut-être un maître d'école plus arrangeant. Vos paroles sont celles d'un fidèle, d'un véritable ami. Et pourtant, on ne peut pas dire que vous soyez de ceux qui guettent les va-et-vient au gouvernement pour y avoir une place. Puis-je me permettre de vous demander si Pompidou va se succéder à lui-même comme Premier ministre? Pompidou a bien travaillé pendant ces 3 ans. Il le sait. C'est ce qui le faisait espérer que je ne sois pas candidat. Mais il va falloir faire des choses nouvelles. Alors il y a Chaban et Couve de Murville. Je pourrais faire revenir Debré. Évidemment, Pompidou n'a pas démérité. Nous verrons. Oui, capitaine, nous montons ensemble cet escalier, mais moi, quand je redescendrai, je serai à nouveau Premier ministre, ou bien un homme libre. Oh, moi, je ne me suis jamais senti aussi libre qu'auprès du général, monsieur le Premier ministre. Mon cher Pompidou. Encore mes félicitations pour votre élection, monsieur le Président. Asseyez-vous. J'ai décidé de vous confirmer dans vos fonctions, si tant est que vous l'acceptez, naturellement. Mais vous n'avez donné aucun signe d'impatience à vouloir quitter le pouvoir. C'est donc bien volontiers que je vous propose de continuer avec moi. C'est un immense honneur, mon général. Rien ne m'est plus précieux que votre confiance. Vous me proposerez un nouveau gouvernement, dès que possible. Mais peut-être y avez-vous déjà réfléchi. Me confirmant dans mes fonctions, mon général, vous me fixez l'objectif de gagner les élections législatives de l'an prochain. Moi, je n'entre pas dans ces calculs et je ne veux pas d'une cuisine politicienne. Ce qu'il faut, aujourd'hui comme demain, ce sont des ministres qui travaillent avec conviction et loyauté à la politique qui sera fixée. Souhaitez-vous que de nouveaux noms apparaissent? Je voudrais bien que Guichard soit proposé. Bien sûr. Et il faut penser à Schuman aussi, et à Jeannet. Estimez-vous que les ministres actuels doivent quitter le gouvernement? Et vous? Je pense à Giscard. Giscard. Il a bien réussi. Les finances sont saines. Sa mission de rétablir l'équilibre budgétaire est terminée, mon général. Nous allons pouvoir envisager une phase nouvelle, comme vous le souhaitez.
Vaut mieux que le ministre de la rigueur ne soit pas le même que celui de l'expansion. Puisque vous évoquez les chantiers à venir, sachez qu'il y en aura un d'essentiel, car il jettera les bases de la France de demain, c'est-à-dire d'une grande puissance en avance sur son temps. Il s'agit de la participation. Mais qu'appelez-vous participation, mon général? Oh, n'allez pas croire que je viens d'inventer cela. Il est vrai que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était à Saint-Étienne, en 1948, quand j'ai évoqué l'association Capital Travail. Eh bien, celui ou celle qui apporte par son travail sa contribution à une entreprise doit aussi avoir sa part du rendement. Mais la participation, voyez-vous, ce doit être encore plus que cela. C'est aussi la participation dans la vie quotidienne de la société. C'est aussi la participation dans la vie quotidienne de la société qui permet l'émancipation et la responsabilisation de l'individu. Tu le cites par cœur, c'était il y a 2 ans et demi. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était assez beau d'ailleurs. On aurait dit qu'il testait un discours sur la dignité de l'homme. Avec les idées sociales de la résistance. Qui d'autre que lui pouvait se lancer là-dedans? Ouais. Qui d'autre? En attendant, même les syndicats n'en veulent pas de sa participation. Bon, messieurs, le général arrive. Hier soir, Pompidou m'a proposé sa démission. Je lui ai dit qu'il n'en était pas question. Je commence à en avoir assez de tous ces gens qui ne cherchent qu'à s'abriter quand ça souffle trop fort. Si j'avais fait ça en 40... Oui, je sais, tu m'avais prévenu. Tu es là, Yvonne. Tu as toujours été là. C'est tout ce qui compte. Dans quelques jours, je m'adresserai aux Français et tout rentrera dans l'ordre. Il en résulte que notre pays est au bord de la paralysie. Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle où nous sommes, et sur la proposition du gouvernement, j'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. On est au bord de l'insurrection, mon général. Il y a un début d'incendie à la Bourse. Le ministre des Armées vous fait savoir que plusieurs possibilités d'intervention militaire sont étudiées en ce moment même. J'ai mis à côté de la plaque. Ce n'était pas un discours de De Gaulle, c'était une déclaration de sous-préfet. Et voilà le résultat. Ils sont tous dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez, Floïc? C'est le général De Gaulle qui ne comprend plus les Français ou l'inverse? Nous vivons quelque chose qui ne touche pas seulement la France. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent? Et j'ai posé la question à mes petits-fils. Je n'ai pas de réponse très convaincante. Bien sûr, nous, comme d'autres, on s'est laissé dépasser. Mais pas plus que d'autres, justement. L'évolution des choses, la technique, nous ont peut-être pris de court, mais la France n'est quand même pas dernière de la classe. Malraux m'explique que tout cela vient de la disparition des valeurs suprêmes.
Mais moi, je sais ce qui se passe. Les Français sont repus. Ils ne pensent plus qu'à s'avachir. Ils n'ont pas besoin de Gaulle pour ça. Pour l'amour du ciel, est-ce qu'on peut éteindre ce poste? Yvonne, par pitié. Attention, une grenade à fumant. Balance, vas-y. Viens, allez, on se casse. Ah, chiant au lit partout. Il aurait fallu te reposer. Tu es fatigué, tu n'as pas dormi. Avec le pays à feu et à sang. Couve de Murville a fini par me dire que des gens brandissaient des pancartes avec des inscriptions insultantes. De Gaulle au placard, De Gaulle à l'hospice, De Gaulle au musée. Je m'en fiche. Si c'est la fin de ma destinée, tant pis. Mais je ne céderai pas sur l'autorité de l'État. Ne nous méprenons pas, camarades. Rien n'est signé. Il y a ici des ouvriers, des travailleurs, des étudiants, des enseignants qui veulent en finir avec le pouvoir police. La photo de Paris à cette heure-ci, c'est un désordre incommensurable, invraisemblable, dont il est impossible actuellement de tirer sur l'instant autre chose que cette image d'un immense désordre, sans ligne directrice, sans qu'il soit possible d'en tirer des lignes de force. Pompidou a une méthode. Je suis persuadé que c'est une méthode. Il sourit en permanence. Lorsque son horizon est large et bien invisible. Le mien est tout proche. C'est pour ça qu'il sourit. Mais ce sourire me glace. La bonhomie m'effraie. Elle attise les incendies, alors qu'elle prétend les éteindre. Je ne supporte pas que ce même visage souriant proclame « Nous devons toujours être fidèles au général ». Et en même temps, écoute benoîtement ce psaume ignoble qui se chante autour de lui. Le dernier service que De Gaulle doit rendre à ce pays, c'est de s'en aller. Il ne parle plus de moi en disant De Gaulle. Oh, c'est exact, mon général, ils disent le vieux. Mais pas de mépris assez grand pour eux. Pour être à la mode, il faudra être gaulliste sans De Gaulle. Pompidou veut qu'on reconnaisse qu'il avait raison. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû me représenter. Pourquoi l'avez-vous laissé faire? Quand ça a commencé, il a autorisé la pagaille. Pompidou est comme ça. Il pense que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Il suffit d'attendre. Au combat, il préfère les accommodements. C'est un conciliateur. C'est un peu pour ça que je l'ai pris en 62. Mais enfin, je n'aurais pas dû aller en Roumanie. Quand il était encore temps, j'aurais dit que la rigolade était finie. Au lieu de quoi, on s'est empressé de clamer qu'on laisserait faire. On va s'en sortir par le référendum, et par les réformes, et par votre idée de la participation. À condition que personne ne vienne le torpiller, ce référendum. Vous voulez parler Pompidou? Il ne vous trahira jamais, ce serait se trahir lui-même. Pompidou ne s'opposera jamais directement. Il y a toujours des seconds couteaux.
que vous pouvez voir si le général a la possibilité de venir prendre une tasse de thé? Tout de suite, madame. Comme Philippe et sa famille viennent déjeuner dimanche, j'ai voulu faire quelques courses. Un automobiliste m'a reconnu, alors que nous étions arrêtés à un feu rouge. Il avait l'air correct, il roulait en DS. Eh bien, il s'est penché vers moi et il m'a crié « Partez ! On vous a assez vu, on ne veut plus de vous. » Et il a même rajouté « Foutez le camp !» C'est un torrent de boue. Je n'ai plus de prise. Les communistes et la CGT annoncent un défilé. Ils vont s'approcher de l'Élysée. J'ai pris ma décision. Nous allons partir. Ils ne s'attaqueront pas à un palais vide. Je préviendrai Philippe. J'ai appris qu'il reçoit des lettres de menaces chez lui. Et les garçons aussi. Mamulouz, Elisabeth et Alain sont protégés. Surtout, tu ne dis rien. Personne ne doit savoir. Je vais jouer ma dernière carte, Yvonne. Ça marchera ou pas, on verra bien. Mais partir... Où? En France, depuis le 3 mai 1968, il n'y a plus d'État. Et ce qui en tient lieu ne dispose même pas des apparences du pouvoir. Allô? Georges, c'est Guichard. Ah, Olivier. Non, écoute, non, j'ai pas le temps là, j'ai rendez-vous avec Chirac et les syndicats. Non, oui, crois-moi, quoi? il faut que t'écoutes. Comment ça? Écoute ça. Non, mais, bon, attends, ne quitte pas. Tous les Français savent que le gouvernement actuel est incapable de résoudre la crise qu'il a provoquée et qu'il en est réduit à agiter la menace du désordre dont il est le vrai responsable pour tenter de se maintenir en place quelques semaines encore. Et pour quel dérisoire avenir? Quelques semaines, quelques jours, quelques heures? Nul n'en sait rien, peut-être pas même lui. Françoise appelait l'Élysée. Oui, j'ai entendu, oui. Rejoins-moi, j'appelle le général. Mais notre pays n'a pas le choix entre l'anarchie et l'homme dont je ne dirai rien aujourd'hui, sinon qu'il ne peut plus faire l'histoire. Bien reçu. En approche de Colombay. Fox Romeo descente à 800 pieds. Oui, allô, Tricot? Oui, il faut que je parle au président. Comment ça, vous ne savez pas où il est? Non, il m'a téléphoné pour me dire qu'il annulait le conseil des ministres d'aujourd'hui parce qu'il voulait aller à Colombay. Mais enfin, ce que vous êtes en train de me dire est extravagant, oui. Fox Romeo, Fox Alpha pour Saint-Didier. Changement de cap. Nous ne poserons pas à Colombay. Continuons direction nord-nord-est. Altitude sous radar. Je répète, direction nord-nord-est sous radar. Terminé.
Non, mais je peux comprendre votre attitude, si vous avez promis le secret au président de la République. Mais je suis le Premier ministre et je vous demande de me dire que vous savez au moins où il est. Mais ça, vous me l'avez déjà dit qu'il n'est pas arrivé à Colombey. Vous n'en savez pas plus. Vous vous en tenez là. Très bien, merci. 17h34 et un nouveau flash spécial. L'information qui nous est parvenue et qu'on est en train de vérifier est la suivante. Le général de Gaulle n'est pas à Colombey les deux églises. On ignore toujours donc vers quelle destination le président de la République est parti ce matin, puisqu'il est avéré de toute façon qu'il a quitté effectivement l'Élysée ce matin en voiture à bord de sa DS. Allô? Allô? Général Massu? Oui, Massu. Qui est à l'appareil? C'est Floyd, mon général. C'était pour vous dire que nous allons atterrir en Allemagne, à Baden-Baden. Ici, à Baden-Baden, vous dites nous. C'est qui, nous? Le général et Madame de Gaulle. Le général? Nom de Dieu. Nous arrivons. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Suzanne! Oui, allô? Comment ça, l'hélicoptère a disparu des radars? Vous vous foutez de moi? Comment ça va, Massu? Ça va. Bonjour, madame. Mon fils me suit avec sa famille, dans un autre appareil. Je suis honoré de vous accueillir, mon général, mais je ne m'attendais pas à ce que... Tout est foutu, Massu. Je ne comprends pas, mon général. Je ne demande plus rien. Si la France veut se coucher, je ne peux pas l'en empêcher. Ce qui se passe est insupportable. L'impression d'un complot. C'est intolérable. Je crois pas qu'il ait agi contre toi, Georges. Tout le monde a l'air de savoir où est passé le président de la République française, sauf son Premier ministre. Et à l'Élysée, c'est à qui me mentira le mieux. Mais quand il t'a appelé ce matin, t'as rien remarqué de particulier? Il a commencé par se plaindre qu'il ne dormait plus et qu'il allait à Colombey pour se reposer. Il m'a dit que le Conseil des ministres était reporté à demain. Et quand je lui ai dit que j'avais peur qu'il ne revienne pas, il m'a répondu « Si, je reviendrai ». Puis il a ajouté « De toute façon, vous êtes là. Vous êtes jeune. Vous êtes l'avenir. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ambigu. Mais je crois pas à un départ. Pas dans ces conditions. Ça lui ressemble pas. Le plus incroyable, c'est ce qu'il m'a dit avant de raccrocher. Je vous embrasse. En compte, De Gaulle, disons, je vous embrasse. Là, quand même, je me suis douté que quelque chose n'allait pas. Pompidou a eu tort au début.
N'osant rouvrir la Sorbonne, il a cédé aux étudiants. Après, il s'en est mieux sorti. Il a mené les négociations avec les syndicats. J'espère qu'il ne se sera pas fait avoir. En tout cas, plus personne ne veut de Gaulle. Alors voilà. Mon général, pour vous et pour le pays, vous ne pouvez pas renoncer. Vous vous trouvez face à 15 000 enragés qui mènent chez nous une lutte qui se joue dans le monde entier. Je comprends que vous soyez écœurés. Mais depuis 1940, vous en avez vu d'autres. Je le sais, j'étais avec vous. Tout ce que vous avez fait depuis 10 ans ne peut pas disparaître en 10 jours. Réfléchissez, mon général. Vous ne pouvez pas donner aux Français l'impression que vous vous êtes enfuis. Ce n'est pas de Gaulle, ça, non. Pas vous et pas ça. Jadis, j'ai écrit que lorsque les circonstances le nécessitaient, un chef devait savoir semer le doute et garder le silence. Créer l'inattendu pour surprendre l'adversaire et sortir d'une situation bloquée. Il faut garder par-devers soi quelques secrets de surprise qui risquent à toute heure d'intervenir. C'est ce que vous écriviez dans le fil de l'épée, mon général. Alors permettez à un vieux soldat de vous dire qu'il comprend mieux ce langage. Je sais que l'armée me soutient, mais les Français... Les Français veulent que le général de Gaulle soit le général de Gaulle, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Faire face. De toute façon, le général de Gaulle ne peut pas descendre de Seine sans combattre jusqu'au bout. Il m'a écarté de son cercle de confiance, comme s'il se méfiait. Je dis ça, et je me demande au fond s'il a fait confiance à quelqu'un un jour. Très difficile à vivre, Olivier. Je pense qu'il y a très peu de monde dans le secret. Peu importe. Moi, je n'y suis pas. Et ça, je l'admets pas. Bien. J'ai pris ma décision. Mais je ne comprends pas. Par ailleurs, c'est un homme tout à fait remarquable. Yvonne, nous repartons. Où ça? À Paris? À Colombey. Paris, ce sera pour demain. Madame, il est possible qu'aujourd'hui, votre mari ait infléchi le cours de l'histoire. Je lui en serai toujours reconnaissant. Vous ne rentrez pas? La journée pourtant a été éprouvante. Je crois que le général avait envie d'être seul un moment. Oh non, il n'est pas seul. Cela fait 20 ans qu'Anne est partie et pourtant elle est toujours là avec lui. Il la remercie. C'est grâce à elle que nous sommes revenus. Croyez-moi. Monsieur le Premier ministre. Je suis ravi de vous voir. Moi plus encore, mon général. Mais je ne veux pas vous cacher que dans l'ignorance où j'étais de vos intentions, toutes les craintes m'ont envahi. Je vous avais pourtant téléphoné pour vous dire que j'étais à Colombey et que le Conseil des ministres était reporté à aujourd'hui. Certes, mon général, mais
Je me suis heurté au secrétaire général qui n'a pas jugé utile de me rassurer sur votre destination réelle après votre départ. Je vous ai dit que je reviendrai. Je suis là. J'ai bien dormi, je suis dispo et je me suis mis d'accord avec moi-même, après avoir eu la tentation de me retirer. Mais je ne pouvais pas abandonner dans ces conditions. Je m'adresserai au pays tout à l'heure. Et pour que tout le monde m'entende, je parlerai uniquement à la radio. Asseyez-vous, je vais vous indiquer dès maintenant ce que je vais dire. Monsieur le Président, j'ai informé le secrétaire général que je comptais vous remettre ma démission. Oui, je sais, mais il n'en est pas question. Nos sorts sont liés. Mais moi, je ne pars pas, donc vous restez. C'est ce que je vais dire. Et aussi que je sursois au référendum. Et je prendrai les dispositions prévues par la Constitution si le pays reste bloqué. Mon général, il faut annoncer des élections. Mais pourquoi faire? Les Français attendent que vous lanciez la consultation populaire, qui seule mettra fin aux grèves et à la pagaille. Je ne diffère pas la date du référendum pour organiser des élections législatives. Vous voulez ouvrir la porte à Mitterrand et aux communistes? Ça n'arrivera pas, mon général. Et puisque vous me demandez de rester, je vous demande la dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections. Les gaullistes appellent à une manifestation ce soir. Nous verrons si j'ai eu raison. Nous verrons bien. Françaises, Français, dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple. Je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. La République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France. Monsieur le ministre? Non, je vais à la manif. C'est 44, la libération. Vive de Gaulle! Vive de Gaulle! Allons enfants de la... Attendez-moi! Il y a presque 1 million de personnes qui remontent les Champs-Élysées. Quel succès pour vous, mon général? Quand les Français ont peur, ils me tirent par la manche et se groupent autour de moi. Mais quand les périls s'éloignent, ils se perdent en palabres et en disputes. C'est comme ça. À voter.
voter. À voter. Nous sommes en mesure de vous donner les résultats définitifs de ce 30 juin 1968, au terme du second tour des élections législatives qui confirme la victoire absolue des gaullistes puisque l'UDR obtient 293 sièges sur 487. Les républicains indépendants et les non-inscrits obtiennent 69 sièges, ce qui porte la majorité à 362 députés. On peut dire que cette majorité très confortable est une grande victoire pour le général de Gaulle, mais aussi pour le Premier ministre Georges Pompidou. On sait que Georges Pompidou a convaincu le général de Gaulle de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Allez, il est tard. Et sans nul doute... Vous étiez à Colombey pour ce dimanche historique? Non, c'était mon camarade d'Escrienne qui était de service auprès du général. Je ne me demande pas si le général est de bonne humeur après une telle victoire. Vous allez voir par vous-même, monsieur le Premier ministre. Mon cher Premier ministre, vous voilà satisfait, je pense. Vous aviez demandé des élections, vous récoltez un triomphe. Je continue de croire que c'était le moyen de mettre fin à cette crise. Après que le 30 mai, vous ayez indiqué la voie à suivre, mon général. La voie à suivre, j'en ai jamais connu qu'une seule. Elle s'appelle l'autorité de la République. Nous voilà donc avec ces élections que vous et moi avons gagnées. Il faut désormais savoir quoi en faire. Quand tout sera remis en place, nous examinerons comment installer la participation. Et nous lancerons ce référendum. Mon général, j'aimerais entendre de votre bouche la définition que vous donnez à la participation. Il est assez difficile de s'y retrouver dans ce que certains en disent. Qui sont-ils, ces certains? Lors du remaniement gouvernemental du mois dernier, vous m'avez demandé de faire entrer quelques gaullistes de gauche, dont René Capitan à la justice. Depuis, il s'est autoproclamé chantre de la participation. Et si on l'écoute, c'est ni plus ni moins que la soviétisation des entreprises. Mais il ne s'agit pas de ça, voyons. Je l'ai déjà dit. Il faut associer les travailleurs à l'activité des entreprises. Ça n'a rien à voir. De toute façon, mon général, j'espère que cette fois vous conviendrez que j'ai bien mérité de me reposer. Quelles sont vos intentions? Je pense y avoir bien réfléchi, oui. Et que ferez-vous? Je vous l'ai dit, je veux prendre des vacances. Ça ne dure pas tout le temps, les vacances. Eh bien, je me consacrerai à mes électeurs du Cantal, bien sûr. Eh bien. Nous en reparlerons. Je ne sais pas si Elisabeth vous l'a dit, père, mais ces élections nous laissent une drôle d'impression. D'ailleurs, on dirait que leur succès ne vous fait pas plaisir. C'était les élections de la trouille. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les Français préfèrent que rien ne change. On m'a rapporté une réflexion de Capitan qui prouve qu'il déteste Pompidou. Il aurait dit « Ce n'est pas une chambre bleue horizon, c'est une chambre bleue d'Auvergne. » Aux yeux de Pompidou, Capitan est dangereux parce qu'il est de gauche. Mais Capitan, en 43, était à Alger, avec moi. Ouais, en tout cas, il est insupportable d'entendre à tout bout de champ que c'est Pompidou qui a gagné les élections. Il a des ambitions, je ne lui reproche pas. L'an dernier, il a pris la main sur la majorité et il s'est fait élire dans le Cantal. Mais quand il veut me faire croire qu'une carrière politique ne l'intéresse pas, il me prend pour une pomme. Pareil pour la participation. Il s'est laissé aller à dire à Michel Droit que je rêvais complètement. Évidemment,
qu'il guette la place. Remarquez, il a intérêt à prendre les devants. Parce qu'avec Giscard sur ses talons, ils ne se feront pas de cadeaux. Tout cela n'arriverait peut-être pas si vous disiez qui vous voyez pour vous succéder. Et pourquoi je ferais ça? Parce que le temps passe, papa, Et que j'ai fait le mien. Vous entendez, Alain? Le fils parle comme sa mère. Au fond, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire le 29 mai. M'en aller pour de bon. Mais en entendant, père, vous auriez peut-être eu intérêt à garder Pompidou comme Premier ministre. Il sera plus gênant dehors que dedans. J'ai insisté. Il m'a répondu que par son besoin de vacances. Peut-être a-t-il pensé que j'allais me retirer rapidement et qu'il n'aurait plus longtemps à attendre. Alors, après son deuxième refus, j'ai demandé à Couve. Et quand Pompidou s'est ravisé, Couve de Murville avait déjà accepté. Quand on veut être un homme d'État, on commence par faire du temps son allié. On ne se dévoile pas trop tôt, on ne se décide pas trop tard. Grand-père! Grand-père! Oh, voilà le renfort que j'attendais. Veux-tu qu'on aille voir les canards? Je pense qu'il faut leur donner à manger. Bien, Anne. Où sont-ils, ces petits canards? J'espère qu'ils ne se sont pas envolés. Alors, Philippe, le choix est-il le bon? Couve de Murville. L'avenir le dira. Papa.